Nous sommes aujourd'hui le 4 mars 2014. Nous sommes à Paris avec Étienne Leroy. Donc, bonjour Étienne. Donc, vous êtes anthropologue du droit et vous êtes même, on peut dire, donc l'un des cofondateurs un peu de l'anthropologie du droit francophone. Vous avez passé une grande partie de votre carrière, enfin votre vraie carrière de chercheur au laboratoire d'anthropologie juridique de Paris. Vous avez pris la relève de Michel Lalliot, qui était son fondateur, comme directeur. Et une des choses qui était à l'origine de votre démarche anthropologique, pas tout à fait à l'origine, mais qui est venue très très rapidement, c'était la question du foncier. Et c'est resté une de vos préoccupations majeures. Vous avez travaillé sur beaucoup d'autres choses, les questions d'état de droit, de transfert de l'état de droit, les questions de droits de l'homme, les questions de justice, autant en Afrique qu'en Europe, plus particulièrement en France. Mais vraiment, le foncier était peut-être votre fil rouge conducteur, enfin vraiment votre thème de recherche principal. Et vous l'avez approfondi de manière individuelle, mais aussi collectivement avec d'autres, avec la Préfa que vous avez aussi créée. Et vous avez sorti, donc il n'y a pas très longtemps, un ouvrage qui fait un peu le résumé, on va dire une synthèse d'une bonne quarantaine d'années de ce cheminement et qui ouvre donc un peu les horizons des enjeux contemporains. Donc cet ouvrage s'appelle « La terre de l'autre ». Et donc nous sommes ravis d'être aujourd'hui là avec vous pour essayer de le découvrir un peu. Qui est effectivement un pont entre toute une expérience développée sur 45 ans et un monde qui a besoin de comprendre la manière sur laquelle on peut arriver à reconstruire des modes d'explication qui sont à la hauteur des enjeux qui sont en train d'émerger devant nous. Se donner la capacité de lire ce qui est en train d'émerger est une des responsabilités majeures du chercheur, de l'homme de science. Et dans le domaine des recherches sur le foncier, mais à l'échelle vraiment internationale, on pourrait dire mondiale, puisque ces travaux actuellement se développent vraiment dans ce contexte, je dirais, quasiment planétaire. Et donc, il est maintenant absolument fondamental d'être capable de se projeter sur le futur et de comprendre comment les travaux que nous avons progressivement accumulés à partir de terrain, de travaux de laboratoire, de publications multiples, prennent progressivement une force, proposent des interprétations qui sont sans doute d'une très grande utilité pour les années qui vont venir, dans la mesure où on y reviendra au cours de notre travail. Nous sommes en train d'entrer dans un monde complètement neuf, dont nous n'avons pas véritablement conscience, dont nous n'avons surtout pas les repères. Et il appartient en particulier aux anthropologues du droit, dans la grande tradition du laboratoire d'anthropologie juridique de Paris, de Michel Lalliot, mais aussi d'autres anthropologues du droit à l'échelle mondiale, tant en Californie qu'en Grande-Bretagne, qu'en Allemagne, etc., à apporter leur contribution à la compréhension du monde qui est en train d'émerger devant nous. Alors, si on veut, cet ouvrage, donc, La terre de l'autre, aurait pu ou dû paraître beaucoup plus tôt. Il est tout à fait étonnant que le foncier qui a, vous l'avez souligné dès votre introduction, pris une place absolument essentielle, centrale dans mon activité de chercheur, surtout à travers l'expérience du terrain que j'ai pu y développer, parce que j'ai moins travaillé dans une quinzaine de pays différents. J'ai été faire 4 réformes foncières avec vraiment des responsabilités centrales de concepteurs après une véritable investigation sur le terrain dans de multiples contextes. Et donc tout cela apporte véritablement tout un ensemble de savoir, de savoir-faire, de savoir-être aussi
hein, qui aurait pu effectivement être transmis plus tôt, mais plutôt avant d'avoir l'audace de proposer une interprétation qui soit la synthèse, il fallait avoir la modestie de travailler en multiple, en équipe, en parfois duo, triplette, etc., qui permettent progressivement de s'ouvrir à des aspects des questions que l'on n'a pas la capacité de maîtriser tout seul, de comprendre les raisons pour lesquelles un certain nombre de questions n'ont pas pu être épuisées parce que la façon de les aborder n'était pas juste correcte, elle ne permettait pas d'aller véritablement dans les types de perspectives. Et donc, il faut aux chercheurs une très grande humilité pour accepter de renoncer à des explications trop simples parce qu'elles ne permettent pas véritablement de faire avancer la recherche. Et ce n'est donc relativement tardivement, 2009-2010, que je me suis dit, maintenant, je suis prêt à rendre compte de cette démarche. Et une démarche qui donc commence dans les années 1964-1965. Je viens de découvrir l'anthropologie juridique, je viens de découvrir Michel Alliot. Je commence ma thèse de doctorat en droit avec Michel Alliot. Michel Alliot, qui est un africaniste, me demande de cesser de m'intéresser à l'Asie du Sud-Est, qui était mon premier domaine d'attraction et de capture intellectuelle. Et puis il me dit donc, je suis africaniste, si vous voulez faire une thèse d'anthropologie du droit, il faut la faire sur l'Afrique. Je réfléchis et je dis pourquoi pas, banco. Et il me dit, voilà, il y a une société à côté de celle où j'ai travaillé, il a travaillé chez les Serrères, me dit, les Wolofs n'ont pas été étudiés, prenez-les. On se croit un peu dans l'esprit du traité de Berlin, de 1884-85, on se partage les territoires. Là, d'une certaine façon, on s'approprie les capacités à étudier les ethnies. Ce choix des Wolofs, c'est la plus belle chance de ma vie. Je tombe sur une société complètement atypique. Et surtout, je tombe sur une société d'une extraordinaire complexité, qui est un peu rebutant pour un jeune chercheur, mais qui en même temps est la possibilité de prendre la mesure de la complexité de toutes les sociétés africaines. Quand on part sur des sociétés finalement relativement simples, ou des fragments de sociétés, sans doute peut-on approfondir une institution particulière, un rite d'initiation, quelque chose comme ça. C'est sans doute extrêmement intéressant. Mais arriver à prendre la mesure de l'humanité à travers les expériences de sociétés complexes, je crois que c'est vraiment une chance extraordinaire. Autre chance un petit peu extraordinaire, Michel Alliot, à l'époque, fait réaliser toutes les recherches doctorales sur le même thème, parenté et développement dans tel pays. Donc il me dit, ben, vous allez faire une thèse parenté et développement au Sénégal. Et chez les Wolofs, ce sujet conduit à des explications qui sont sur le plan ethno-anthropologique intéressantes, mais qui n'ont rien de véritablement très excitant. Par contre, le Sénégal vient d'adopter une loi, la loi sur le domaine national, le 17 juin 1964, et une loi qui repose sur une théorie des communs. Et personne ne le sait à l'époque. Il faudra 15 ans, 20 ans pour réussir à bien identifier le type de questionnement, de problématique anthropologique qui est associé à une loi voulue par Léopold Sédar Senghor, qui est la plus ancienne réforme foncière encore en activité actuellement. Donc
En 2014, on va fêter les 60 ans de cette 50 ans de cette 50 ans de cette réforme, et elle fonctionne toujours sans qu'on sache véritablement sur quelle base elle est véritablement construite. Et c'est ça qui va être en fait la ligne de l'ensemble de mes recherches, parce que ces communs qui sont protégés et aménagés dans la réforme foncière, nous les retrouvons 30 ans, 40 ans après, depuis la conférence de Rio en particulier, puis la prise en compte progressive du développement durable, nous nous apercevons qu'il y a tout un ensemble de communs à l'échelle de l'humanité qui ne sont pas gérés parce qu'on ne s'est pas donné la capacité à la fois de les penser comme des communs et d'autre part de les gérer juridiquement de la manière la plus appropriée pour répondre à l'ensemble des fonctions qui permettent à l'humanité de pouvoir véritablement assumer l'ensemble de ses choix. Et donc, les travaux que je vais faire sur le foncier vont être guidés par, l'intuition, l'envie de... Il y a des choses qu'on ne... Il y a encore maintenant des choses que je n'ai pas compris complètement, que je continue à écrire sur ces... Et au fur et à mesure, je pénètre le mystère et j'avance dans la compréhension de ce mystère et je m'initie et je m'enrichis des réflexions des autres pour entrer dans ce mystère. Nous n'avons pas encore totalement résolu tout un ensemble de questions, mais il y a quand même cette intuition fondamentale qui est fondée en fait sur une chose que j'ai appris sur les Wolof, qui est fondée sur l'idéologie du partage. L'idée de commun, communauté, est fondée sur l'idée de partage. Nos cultures occidentales, au moins depuis le XVIIIe siècle, sont fondées sur le principe de l'échange. Toute l'économie, et l'économie capitaliste bien entendu, est fondée sur le principe de l'échange. Et ce principe de l'échange est devenu tellement essentiel que finalement le principe du partage a été progressivement occulté, perdu de vue, parce que les phénomènes d'échange, de marché, tous les mécanismes qui sont liés, sont devenus l'alpha et l'oméga du fonctionnement de société. Et même un auteur aussi illustre que Marcel Mauss, dans son essai sur le don, parle de forme et raison de l'échange, de l'échange, alors qu'il aurait dû parler du partage. Donc même le fondateur de l'ethnologie, celui qui a posé les bases de l'ethnologie juridique, qui est à l'origine de l'anthropologie du droit, a commis cette erreur que chacun d'entre nous faisons des erreurs. Et moi, j'en ai naturellement fait énormément de ces erreurs d'interprétation. Mais l'idée de partage, elle est là au fondement de l'ensemble de ces mécanismes qui construisent des institutions à la taille et en fonction des besoins des différents groupes. Car partager, c'est à la fois avoir en commun, mais en même temps séparer. Donc c'est un de ces concepts particulièrement opérationnel, car il permet à la fois de construire une identité et en même temps de séparer les différentes fonctions pour attribuer à chacune ce qui lui revient, c'est-à-dire construire ces archétypes de la différenciation dont Michel Alliot nous parlait à propos des sociétés animistes. Alors, ceci est la ligne rouge, mais ensuite, il y a 2 ou 3 innovations, inventions, découvertes. La première, c'est mon premier grand terrain inaugural, 7 mois chez les Wolofs en 1969. Je découvre, je savais que on ne pouvait pas parler de propriété privée en particulier, dans les relations foncières. Mais
je découvre que il y a des rapports juridiques qui se développent d'une manière extrêmement objective, hein, sur la base de l'accord de l'ensemble des acteurs, et qui en aucune façon ne mobilisent des normes juridiques. On a, guillemets, un droit, parce que maintenant je ne parlerai plus de droit, hein, pour ce type de situation, mais de juridicité. Hein, on a donc un type de juridicité sans normes. Et pourtant, un sentiment d'obligation, une sanction, bref, toutes les caractéristiques du juridique, sauf qu'il n'y a pas de droit. Et pour rendre compte de ces relations juridiques d'un type complètement original, je vais inventer ce qu'on appelle l'analyse matricielle, c'est-à-dire des modèles formels et matrices comptables qui vont permettre de rendre compte des différents paramètres que les acteurs de la société Wolof ont dans leur tête lorsqu'ils se trouvent dans une certaine situation. Quel est le statut de telle personne? Quelle va être l'utilisation de tel terrain? Comment s'appelle le terrain? 3 paramètres, triangulation, qui permet de définir la position de chaque type de relation juridique par rapport à d'autres. Et il suffit de remplir la matrice, bien sûr, il faut la construire. Alors là, il y a un gros travail de compréhension de ce qui fait sens dans ces sociétés avant de pouvoir proposer un modèle qui s'offre à la généralisation, c'est-à-dire qui va non seulement s'appliquer aux Wolof, mais à leurs voisins, puis aux voisins des voisins, et puis aux sociétés d'Afrique de l'Ouest, et puis aux sociétés d'Afrique noire, puis ensuite encore éventuellement à d'autres types de sociétés. Et ceci est extrêmement intéressant parce qu'il permet de rendre compte d'une logique à l'état pratique caractéristique des sociétés communautaires qui jusque-là n'a pas été identifiée et qui n'a pas été identifiée parce que personne n'a voulu chercher à la comprendre. Non pas qu'elle soit particulièrement difficile à appréhender. Avec mes étudiants, à partir de 1970, et on peut dire pendant presque une décennie, nous avons consacré des séminaires d'anthropologie du droit à la vérification opérationnelle de ces modèles anthropologiques dans leur propre société. Et effectivement, on va voir que ça fonctionne parfaitement. Les données sont là, il suffit de les récolter. Mais pour les récolter, bien sûr, il y a tout un mode opératoire qu'il faut être capable de réunir. D'abord ce rapport au terrain, ce sens de l'autre, cette capacité à entrer dans la logique de l'autre, et puis ensuite un certain nombre de modes opératoires qui vont permettre de réunir toutes les données pour pouvoir remplir ces fameuses matrices, puis les comparer les unes par rapport aux autres, et s'apercevoir que grâce à elles, on rentre par exemple dans des compréhensions, des modèles d'autorité sur la Terre qui permettent d'entrer dans une anthropologie du politique extraordinairement passionnante pendant un certain nombre d'années. On va aussi travailler parce que ça permet de sortir de certaines formes d'ethnocentrisme. Les acteurs africains nous donnent les clés de leur modèle sans vraiment le savoir. Nous pouvons les interpréter avec eux. Moi, je fais avec mes étudiants africains interpréter ces modèles-là pour rendre compte avec le moins d'ethnocentrisme possible de l'ensemble des types de fonctionnement. Alors, très vite, ça devient assez compliqué parce que nous pensons que le rapport juridique est fondé sur un droit, la propriété. Et donc, nous avons un système monologique, hein, un seul principe d'organisation. Dans les sociétés communautaires, les rapports sociaux sont organisés, et juridiques, sont organisés en fonction de rapports selon qu'ils sont internes, d'alliance ou externes. Et chaque type de rapport donne naissance à un système particulier. Alors, déjà, c'est pas simple. Mais, deuxième chose beaucoup plus difficile, les sociétés africaines ne se ressemblent pas. Il y a des sociétés acéphales, sans tête, sans chef, etc. Et puis, il y a des sociétés à commandement royaux, etc. Et donc, on s'aperçoit très vite que
si certaines sociétés aménagent certains systèmes, d'autres ne les aménagent pas. Qu'il y a des principes de développement de l'appareil juridique, c'est l'expression qu'on va utiliser à l'époque, qui renvoient à tout un ensemble de mécanismes et de choix qui nous ouvrent au politique, à l'économique, aux religieux, etc. Et que donc, par le foncier, nous entrons complètement dans une anthropologie de l'ensemble de la société. Il n'est pas possible de prétendre que l'on va arrêter le questionnement intellectuel à une question de juriste ou de politiste ou d'économiste. Non. Entrer dans le rapport de l'homme à la terre, c'est la totalité, le fait social total, emprunté à Marcel Mauss que j'évoquais tout à l'heure, qui va devenir un concept central pour l'analyse du foncier. Quand on travaille le foncier, c'est un fait social total que nous sommes obligés d'analyser. Alors j'ai peut-être une petite question, une parenthèse, avant justement de plonger, on va dire, dans les mystères du rapport foncier. Là, vous avez pas mal développé la notion de communautarisme, autour de la notion de partage. Et vous avez évoqué donc tous les partages que vous avez vus avec les différents étudiants africains pour recueillir un certain nombre de données. Et vous avez fait référence au fait que chez nous, parlons en France, il y a ce système beaucoup plus monologique, un droit, une uniformité, et puis un modèle d'échange en fait, qui est sous-jacent à la manière de fonctionner. Je me rappelle avoir lu un texte de vous, je crois que c'était sur le communautarisme, qui était un peu une mise en parallèle ou en écho ou en tension, en dialogue entre le communautarisme wolof et le communautarisme picard. Et pourquoi je vous pose la question, c'est juste donc avant de plonger dans le foncier, c'est comme moi je suis particulièrement interpellé par les questions interculturelles et du pluralisme partout. Donc la personne qui regarde pourrait avoir l'impression que c'est un peu le Français qui va étudier uniquement les Sénégalais, et donc les Sénégalais qui lui apprennent quelque chose. Et j'avais l'impression que pour vous, votre comparaison aussi donc avec Picard vous a peut-être aussi permis de saisir certaines choses. Après, au retour aussi en France, vous a permis de comprendre des choses ici. Est-ce que vous pourriez dire quelques mots par rapport à cette découverte du communautarisme, donc par rapport à cette double enracinement, triple enracinement, on va dire français, la République française, Picard d'un autre côté, anthropologue chez les Wolofs de l'autre, et puis les dialogues avec les uns et les autres. Lors de mon premier terrain, je me suis rendu compte que je partageais avec mes interlocuteurs Wolofs tout un ensemble de pratiques, de valeurs, etc. Et que je cherchais à comprendre qu'est-ce qui nous rendait si proches les uns des autres, malgré des distances qui pouvaient éventuellement, mode de culture, mode de vie, etc., nous séparer. Et j'ai compris, nous avons compris, parce que nous avions des discussions absolument passionnantes avec des jeunes instituteurs le soir, en prenant les thés qui sont normaux là-bas, et donc on discutait avec ces jeunes intellectuels, mais de brousse vraiment. Et on a compris que c'est parce que les uns et les autres, nous avions cette référence communautaire. Et que très clairement, à ce moment-là, je me suis dit, mais si moi je suis communautaire, d'où est-ce que je viens? Et à ce moment-là, je me suis rendu compte que j'étais picard. Avant, c'était... il n'y avait aucune importance, aucune réalité pour moi. Et tout d'un coup, je me suis rendu compte que j'étais picard. Et donc, en revenant chez moi, j'ai commencé à m'intéresser à la manière sur laquelle ma société avait, depuis 7-8 siècles, évolué pour passer de structures communautaires à des sociétés, à des situations de plus en plus individualistes et capitalistes. Individualistes, étatistes et capitalistes. C'est ça, la trilogie de fonctionnement de nos sociétés contemporaines. Et alors, là, j'y ai été aidé par les événements de ma vie personnelle, familiale, conjugale. J'ai épousé la fille d'un agriculteur, non, d'un laboureur du Vermandois, dont je parle dans de multiples travaux.
j'ai construit avec mon beau-père une relation absolument incroyable, exceptionnelle. Enfin, moi, homme de la ville, il m'a entièrement intégré, mais il a fait de moi son espèce de continuateur sur le plan intellectuel. Et donc, je suis rentré dans l'histoire de ces communautés paisibles, hein, du Vermandois, et en particulier à partir du XVIe siècle où nous commençons à posséder des documents d'état civil, j'ai pu reconstituer l'histoire des transformations de ces sociétés et publier tout un ensemble de travaux, et des travaux extrêmement sérieux, enfin, très, très justifiés, qui montrent comment les communautés, taisibles du Vermandois se sont progressivement ouvertes à l'aventure de la propriété privée, mais une propriété privée de la terre qui n'a jamais totalement gagné. Même maintenant, elle reste encore bridée. Et comme exécuteur de mon beau-père, j'étais chargé de contourner le code civil, et avec des montages préparés avec le notaire de telle façon que, effectivement, tout ceci puisse rester dans les affaires de famille. Des choses qui sont extrêmement importantes parce que elles m'ont permis, dans la deuxième partie de ma recherche qui s'ouvre à partir du milieu des années 80, à en fait déboucher très récemment sur l'application d'un modèle qui était destiné aux sociétés africaines, que j'ai appliqué à mon village picard, et la démonstration est absolument éblouissante. C'est-à-dire qu'on a un modèle où, dans les sociétés africaines, on a, sur 25 cases, on en a 15, 18, 20 qui sont remplis. Là, dans mon village picard, on en a 22 sur 25. C'est-à-dire que, véritablement, au-delà des apparences de frontières culturelles, etc., il y a des types de mécanismes sociaux, des modèles pratiques qui, en fait, sont communs à des portions de l'humanité dont on ne peut pas, au départ, supposer qu'il y a des limites, des frontières, etc. Ces modèles, en fait, nous les avons vus appliqués en Afrique, dans les Andes. Dans mon bouquin, j'en fais des applications dans les Andes, dans le Vermandois, sur d'autres travaux. J'ai eu des applications qui étaient comme ça sur d'autres parties du monde, c'est-à-dire les frontières culturelles ne sont pas là où nous les avons posées d'une manière souvent très abusive. Et donc, le Vermandois, qui n'est pas mon pays à moi, qui est le pays de ma femme. Je suis arrivé comme un étranger dans le pays de ma femme, au sens africain du terme, un allogène. Il a fallu donc que je fasse mes preuves, comme un gendre qui doit faire ses preuves dans une ferme. Je n'ai pas vocation à apprendre ça, mais c'est ça. Et cet apprentissage, cette humilité dans l'apprentissage de ce que c'est que le sens pratique du rapport à la terre, est finalement la chose la plus fondamentale que l'on puisse proposer dans l'expérience d'un jeune chercheur. Apprendre ça, c'est absolument essentiel. Alors, chez les Wolofs, donc je l'ai beaucoup pratiqué, mais je ne l'ai pas suffisamment pratiqué parce que en 1970, après avoir soutenu ma thèse de doctorat à la faculté de droit de Paris, j'ai envoyé ma thèse au président Senghor, qui l'a confiée à son ministre de l'Intérieur, lequel a vu dans ma thèse un danger pour les projets politiques qui étaient le sien dans les années à venir, et qui a donc déclaré que mon travail était une intervention indue dans les affaires intérieures de l'État sénégalais, et donc j'étais interdit de séjour à vie au Sénégal, ce qui est un choc. Bon, il a fallu que je me réinvestisse ailleurs, et dans l'histoire des investissements anthropologiques, de l'apprentissage de la langue. C'est pas simplement la connaissance de l'histoire, c'est faut flairer, faut
faut sentir, il y a tout un ensemble de dimensions tactiles, etc., sensorielles, hein, qui sont extraordinairement importantes. Et ça, c'est pas simple à faire et pas simple à reproduire. Alors, j'évoquais là une deuxième dimension, disons, de ce que je considère comme une innovation, une présentation originale, une recherche nouvelle qui fait avancer la connaissance. C'est la théorie des maîtrises foncières et fruitières. Je vais dire juste quelques mots sans entrer dans les détails, mais je me suis aperçu, donc, je suis revenu au Sénégal au bout d'une petite dizaine d'années. Hein, et donc j'ai pu continuer à refréquenter le Sénégal, mais l'investissement initial avait été coupé. Hein, je suis parti avec des perspectives, je suis revenu au Sénégal avec des perspectives qui étaient nécessairement différentes parce que j'avais été travailler ailleurs, surtout j'avais été travailler au Congo pendant 2 ans et là j'avais des situations explosives de révolution socialiste, c'était quelque chose de très très... bon, je suis revenu donc au Sénégal avec des conditions tout à fait nouvelles et là quand même je me suis aperçu qu'il y avait quelque chose qu'il fallait essayer d'expliquer, c'est-à-dire que les Africains avec lesquels j'ai travaillé étaient capables d'être complètement modernes de 8h du matin à 5h de l'après-midi, puis partaient au champ et de revenaient totalement traditionnels. Et pas simplement dans leur manière de dire ou de se comporter, mais il y avait véritablement une continuité dans la manière d'aborder les rapports sociaux, mais aussi les rapports juridiques et surtout les rapports fonciers, qui était absolument étonnante pour un observateur extérieur, surtout avec, disons, un peu d'exigence de droit, en disant ils font des choses absolument contradictoires et ne voient pas la contradiction, ils ne voient que les complémentarités. Comment expliquer que des interlocuteurs fassent des choses que notre logique n'autorise pas? C'est donc qu'il fallait changer de logique. C'est donc qu'il fallait trouver un modèle qui permette de rendre compte de cette continuité. Là où nous voyons des ruptures et des discontinuités. Et là, je dirais que c'est l'enseignement majeur de l'anthropologie. Pluralité des mondes, c'est la pluralité des logiques. Et donc, accepter que les différentes logiques ne se situent pas dans les mêmes perspectives que ce que la science officielle, l'idéologie officielle, le développementalisme propose, c'est faire avancer considérablement la compréhension de ce qui fonctionne effectivement dans une société, c'est-à-dire montrer où et comment les différentes régulations sont pensées et rendues complémentaires les unes par rapport aux autres. Cette idée de complémentarité des différences va devenir progressivement, elle est déjà un petit peu dans les travaux de Michel Alliot, mais elle va devenir progressivement un principe absolument fondamental, là où la science occidentale pense en termes de contraires et d'opposition des contraires, nous allons développer une démarche qui, avec la notion de partage que j'ai déjà évoquée tout à l'heure, va en fait montrer comment les complémentarités permettent de rendre compte d'univers dans lesquels, ou de plurivers, dans lesquels les oppositions se dépassent, sont reconnues, mais se dépassent pour réussir à introduire de la dynamique, de la capacité à mobiliser les hommes, les acteurs, les idées, etc. Et donc la théorie des maîtrises foncières et fruitières, c'est une réponse à ce type de questions. Je reprends le modèle du Code civil, et puis, à un moment donné, je ne sais pas pourquoi, je dis, je vais ouvrir ce modèle, élargir les catégories, et entre les deux, je vais introduire les catégories, le mode de pensée communautaire. Alors, il faut regarder
dans l'ouvrage comment effectivement cette manipulation a pu être construite. Donc c'est une audace que d'avoir osé remettre en question le modèle du Code civil, les articles 537 à 544 du Code civil. Mais en fait, c'est une audace, mais nous savons très bien que le Code civil est l'épuisement, enfin l'épurement progressif d'un droit du XVIIIe siècle qui était infiniment plus riche, le droit commun coutumier de l'époque, qui progressivement est arrivé à une simplification. Et donc, réenrichir ce qui a été simplifié est finalement quelque chose de tout à fait justifiable et propose tout un ensemble d'explications qui permettent de considérer ce nouveau modèle qui est proposé comme une sorte d'échiquier où les acteurs vont de manière opportune sécuriser leurs droits et passer d'un mode de sécurisation à un autre selon un certain nombre de variables et de contraintes. Naturellement, il n'est pas possible de parler ici, mais qui permettent de rendre compte de l'extraordinaire capacité qu'ont les acteurs à prévoir, organiser, transmettre, réinterpréter, bref, comment la vie se déroule dans ces contraintes les plus fortes, mais en même temps en laissant des opportunités aux différents acteurs. Donc cette invention des maîtrises foncières et fruitières est extrêmement intéressante parce qu'elle permet en fait d'ouvrir la recherche sur des horizons complètement nouveaux. 25 cases, là où le Code civil prévoit 4 régimes juridiques, nous on aboutit à 25. C'est donc l'opportunité pour les situations de développement durable de trouver des modes de régulation qui ne sont pas pour l'instant encore identifiés comme tels par les textes juridiques, mais qui sont logiquement compréhensibles et susceptibles d'être formulés à partir des questions que propose et que parfois solutionne ce type de modèle. Donc, c'est se donner une intelligence des situations qui est actuellement en plein débat, puisque c'est à partir de ces questions-là que les perspectives de développement durable sont en train d'être discutées dans le cadre du Comité technique foncier développement que j'ai cofondé en 1996 au ministère des Affaires étrangères et qui est actuellement en train de travailler sur les phénomènes d'accaparement de terre. On a eu une semaine entière au mois de décembre de travaux sur les problèmes de formalisation du droit foncier, de transparence des contrats fonciers internationaux, etc. Des travaux qui sont actuellement parmi les plus avancés au monde. Il y a une chose qui est très importante par rapport au questionnement, on va dire, contemporain sur le développement durable, la gouvernance, et que vous venez d'évoquer de manière un peu indirecte dans la présentation de vos recherches sur les maîtrises foncières, c'est qu'en fait, vous avez pointé sur toute une diversité de pratiques qui étaient là, qu'on pouvait observer, et que certaines logiques permettaient en fait de reconnaître comme étant complémentaires, alors que d'autres logiques ignoraient ou les construisaient en contradiction. Donc ça me ramène en fait à une phrase que vous nous avez répétée plusieurs fois, qui était que l'anthropologue du droit devait toujours s'efforcer à ramener les pratiques observées donc aux logiques et aux visions du monde qui les sous-tendaient, non pas dans une relation linéaire, mais en mettant en rapport les pratiques observées avec les logiques et les visions du monde qui sont sous-jacentes. Et donc ça me semble être quelque chose d'extrêmement important, non pas uniquement quand on regarde donc une situation particulière, mais aussi quand on réfléchit à nos politiques de développement qui, à nouveau, vont charrier un certain nombre de pratiques qui sont sous-tendues par certaines logiques, par certaines visions du monde. Il y avait un numéro du bulletin de liaison du laboratoire d'anthropologie juridique de Paris sur la Banque mondiale, je me rappelle, avec toutes les pratiques et les logiques sous-jacentes à ces grandes institutions donc financières internationales. Et donc, j'aimerais donc d'une part avoir donc votre opinion donc sur l'importance donc de ça, donc par rapport à la manière d'aborder le foncier, et que vous nous donniez peut-être une petite définition, parce que pour l'instant on est rentré un peu dans le foncier, on va dire par
quelques terrains, mais on ne l'a pas défini. On l'a évoqué, mais est-ce que vous pourrez nous dire en 2-3 mots, vous dites que le foncier, finalement, c'est pas quelque chose qui s'impose en tant que tel, c'est un rapport dans lequel, imaginez aussi, hein, une relation. Est-ce que vous pourriez nous dire en quelques mots, qu'est-ce que c'est pour vous, donc, ce mystère du foncier dans lequel vous avez commencé à plonger? Et donc, ce que vous en tirez, quelles en sont les exigences par rapport donc, aux politiques qu'on veut mener dans ce domaine? Oui. Alors, il y a deux choses. Alors, la première, c'est le pluralisme. Si vous voulez, on va le réserver un tout petit peu. Hein, parce que peut-être, oui, ça, hein, pour essayer effectivement d'entrer dans ce mystère du rapport de l'homme à la Terre. Il y a quelque chose d'étonnant dans notre aventure occidentale, c'est à la suite de Descartes, l'homme s'est proclamé maître du monde. Et il a, sur cette base-là, développé une conception de la propriété privée dans laquelle un homme détient un droit sur une superficie et que ce droit est exclusif, absolu, et comme on a la théorie juridique qui associe un certain nombre d'attributs qui sont extraordinairement importants à énoncer, mais qui s'inscrivent dans une vision du monde dans laquelle tout est pensé autour d'un acteur qui est le propriétaire, le Code civil dit le particulier, l'article 537, donc un acteur et un droit, la propriété, qui est défini comme le droit de jouir et de disposer des choses. Alors disposer des choses en soi suffirait, et le Code civil ajoute de la manière la plus absolue. Et la plus, j'ajouterais, par rapport à absolu, il aurait été suffisant de dire absolu. Hein, donc, disposer déjà est, en termes juridiques, suffisant pour caractériser la capacité d'aliéner, mais on y rajoute absolu, c'est-à-dire qu'en principe, il n'y a pas d'opposition, et il y a une sorte de superfétatoire qui rajoute, et la plus absolue, c'est-à-dire que c'est absolument incontestable, ça veut dire que c'est vraiment contestable, hein, à partir de ce moment-là. Donc, dans notre vision du monde, il faut que la Terre devienne un bien. Il faut que la Terre devienne une marchandise. Il faut que la Terre devienne le support d'un élément de production. Nous sommes actuellement en train de voir se développer à l'échelle mondiale un nouveau type d'économie qu'on appelle l'agriculture de firme, dans laquelle, et donc, nous la voyons, alors, l'Argentine par exemple, hein, est l'objet de prédateurs absolument incroyables, aussi le Brésil. En Afrique, on voit de plus en plus hein, ce type d'intervention. Et donc, dans lequel, en fait, c'est la valeur du produit final sur le marché de Chicago, le marché des grains à l'échelle mondiale, qui détermine le fonctionnement de la chaîne qui va de la production, de la mobilisation de la terre jusqu'à sa mise sur le marché. Et c'est une logique entièrement financière qui guide tout cela. Et dans ce type de situation, le droit de propriété sur la terre devient accessoire, secondaire et parfois est totalement ignoré. C'est-à-dire que même là où, et en Afrique ce n'est pas la situation, même là où il y a des droits de propriété privée titrés, le mécanisme qui est en train de se mettre en place à l'échelle mondiale avec des sociétés qui ont des moyens financiers absolument incroyables et qui mobilisent
depuis 2007 les moyens spécifiquement sur l'agriculture, parce qu'on sait que l'on va vers une disette alimentaire à l'échelle mondiale dans les 3, 4, 5 années qui vont venir en raison du surcroît de population. On va passer de 7 milliards à 9 milliards entre maintenant et 2050. Donc on ne voit pas comment on va pouvoir nourrir les 2 milliards en plus. Donc conduite d'anticipation de la part de financeurs internationaux. Nous sommes là en face de la réalisation d'une marchandisation généralisée qui est logique par rapport à un certain nombre de choix caractéristiques de nos cultures occidentales, mais qui est insupportable à l'échelle mondiale, à l'échelle de la planète, parce que la planète ne pourra pas se remettre de cela. Et donc, il faut trouver des moyens pour que la petite agriculture familiale, en 2014, c'est l'année de la petite agriculture familiale à l'échelle mondiale, que la petite agriculture familiale garde sa place et son rôle dans la production alimentaire à l'échelle mondiale. Et pour ce faire, il faut des dispositifs de sécurisation foncière qui soient à la hauteur des besoins, et des besoins des petits paysans et non pas des multinationales. C'est-à-dire que les petits paysans n'ont pas besoin de titres de propriété privée titrés, de titres. Ils ont besoin de formes de sécurisation adaptées des modes de sécurisation qui étaient les leurs auparavant, qui fonctionnaient parfaitement bien. Et il faut maintenant inventer des choses qui correspondent à un nouvel état du monde, mais qui ne soient pas forcément le modèle de la financiarisation de l'agriculture de firme. Donc, pour cela, il faut comprendre d'où viennent ces agricultures. Qu'est-ce que ça veut dire, le commun? Qu'est-ce que c'est mettre en commun quelque chose? Elinor Ostrom a été prix Nobel d'économie pour ses travaux sur les communs, et tout le monde a considéré que c'était une avancée considérable, que déjà, même si les travaux d'Elinor, avec qui j'ai travaillé, que je connaissais relativement bien, ne sont pas transposables directement en Afrique, par exemple, mais l'état d'esprit, la manière sur laquelle on aborde les questions, elle, est absolument essentielle, parce qu'elle va permettre, en fait, de comprendre comment on peut sécuriser des paysans sans qu'on soit obligé de mobiliser d'énormes machines de cadastrage et de titrement qui n'ont aucune efficacité sur le moyen et le long terme. Et donc, les investissements réalisés dans ces domaines-là, donc ça, ce sont des travaux officiels français du comité technique auquel que j'ai cofondé, on aboutit à la conclusion, nous travaillons sur 40 années d'expérience à accumuler, ces procédures lourdes qu'une certaine coopération veut vendre à tout va aux pays africains, n'a aucune efficacité sur le long terme. Ça comble c'est quelques rustines qui comblent quelques problèmes, mais les Africains se désintéressent, le paysan africain moyen se désintéresse de la conformité de sa situation par rapport aux documents qui sont déclarés dans les cadastres, et une fois qu'un cadastre n'est plus à jour, il est totalement inutile. Et donc, en fait, on construit des espèces d'éléphants blancs avec les cadastres, d'énormes choses qui, en fait, dès qu'ils sont achevés, ne sont plus réactualisés, donc perdent toute efficacité et toute utilité. Allons plutôt vers des modalités beaucoup plus immédiatement utilisables et opérationnelles pour les paysans. C'est ce que nous faisons avec la certification foncière, par exemple à Madagascar. J'ai commencé ces travaux-là au début des années 90 à Madagascar, et en ce moment on a des choses extraordinairement intéressantes qui se font à Madagascar, sauf qu'elles ne sont pas au goût du jour et qu'elles sont systématiquement
dénoncés, dénaturés par des lobbies qui cherchent à vendre de la propriété privée parce que les intérêts des grandes firmes internationales sont bien entendu dans la diffusion du capitalisme le plus extraverti. Et ça, nous sommes là pour essayer de protéger, ou en tout cas aider les paysanneries et les sociétés africaines à se défendre par rapport à tout cela. Et c'est un combat tous les jours, un combat extraordinairement difficile, naturellement, parce que, comment voulez-vous vous battre, non pas contre les moulins à vent, mais contre les gros managers de la Banque mondiale à Washington. Mais en même temps, nous avons des correspondants à la Banque mondiale. Nous avons un membre de notre laboratoire, que vous connaissez bien, Christophe, qui vient d'être nommé à la Banque mondiale et qui va être notre correspondante là-bas. Elle était au ministère, et elle vient de quitter son poste au ministère des Affaires étrangères pour partir à la Banque mondiale. Donc nous avons nos honorables correspondants, si vous voulez, et par eux, faisons passer des idées. Je sais que moi, en ce moment, j'ai un dossier qui a été construit à partir de mes travaux, qui va être présenté à la conférence de la Banque mondiale dans 3 semaines, à la fin du mois, je crois, pour justement comment réduire les conséquences des effets négatifs des politiques de titrement, comment aborder les problèmes d'une façon plus pratique. Alors peut-être une question par rapport à ça, qui dépasse là le cadre du foncier, mais que je trouve qui est extrêmement importante. Quand vous avez évoqué votre premier terrain et la remise de votre thèse pour contribuer peut-être à un développement différent du Sénégal, la réponse était qu'on vous a interdit de retourner au Sénégal. Donc on se rend compte, ce que j'essaye de dire, c'est que... Parce que j'étais très dangereux. Non, mais tout à fait, mais ce que j'essaye de dire, c'est que donc on se rend compte que souvent, pour des gens qui ne connaissent pas trop le milieu de la recherche, dans cette vision du chercheur un peu dans sa tour d'ivoire, complètement neutre, objectif, etc., donc pas soumis à toutes sortes de pressions politiques, etc. Et là, donc votre exemple, donc j'ai le premier exemple, puis ceux dont on vient de parler maintenant, montre que rien qu'en faisant de la recherche, donc en essayant de comprendre des choses, d'expliquer des choses, de parler de certaines choses, vous attirez en fait des réactions parfois assez violentes, que ce soit du monde du politique et d'autres domaines. Donc la question que j'aimerais vous poser, elle est en 2 parties. La première, c'est quel est pour vous, par rapport à ça, le rôle du chercheur, Vous nous disiez au-delà d'études africaines, aux anthropologie juridique, à l'époque où je l'avais fait, que le chercheur doit toujours se poser la question à quoi ça sert, à qui ça sert, et à qui ça sert, oui. Et aussi de se dire, en tant que chercheur, on a une responsabilité envers la communauté scientifique. Il faut faire avancer la recherche, le savoir, la connaissance. Mais on a aussi, et surtout peut-être en tant que chercheur en sciences sociales, aussi une responsabilité face à la société. Donc ma première question, c'est ça. Comment est-ce que vous voyez le rôle, on va dire, du chercheur dans le monde plus vaste dans lequel il s'inscrit? Et la deuxième question, c'est que c'est très intéressant. Donc là, vous avez écrit donc votre ouvrage, donc la Terre de l'autre, mais vous avez publié, je crois, donc c'était 3 ou 4 ouvrages déjà, donc qui ont été en fait les ouvrages qui ont mené vers cet ouvrage et qui étaient tous, alors ça c'est un peu atypique, des ouvrages collectifs. Mais quand je dis collectif, pas des ouvrages où on a mis plusieurs contributions ensemble, des actes de colloque, etc., mais vraiment des ouvrages coécrits à plusieurs auteurs. Et donc ma question, si vous voulez, est double. Elle est quel est le rôle du chercheur, donc peut-être de manière individuelle, mais aussi donc votre démarche a montré que la recherche se faisait toujours, notion que vous avez évoquée au départ, en partage avec les uns et les autres, et collectivement, etc. Donc comment est-ce que vous voyez donc cette responsabilité ou rôle des chercheurs individuellement et collectivement? Alors, la grandeur et la difficulté de la recherche sur le foncier, c'est que le foncier, c'est du politique. C'est totalement politique, tout le temps, à tous les niveaux. Et donc, celui qui est effrayé par le politique ne doit pas chercher à travailler sur le foncier, ou alors de manière esthétique, mais véritablement. Et moi, j'avoue que j'ai adoré ça. Je n'ai aucune autre décoration que le fait d'avoir été interdit de séjour au Sénégal, au Togo,
au Bénin et puis au Kenya. Hein, voilà. Pour prise de position dans la défense des certains types d'intérêts que je considérais comme justifiés. En 1970, ma thèse avait reçu l'accord, je dirais presque l'imprimature, du ministre du Développement agricole, du ministre de l'Environnement, donc des ministres sénégalais, qui trouvaient dans ma thèse les points de départ de la traduction concrète de la politique décidée en 1964 dans la loi sur le domaine national. Et donc, il y a eu une lutte au couteau à l'échelle du gouvernement sénégalais. Ces ministres ont été non seulement démissionnés, mais ont été obligés de se réfugier en Suisse. Et moi, on m'a prié de ne plus jamais remettre les pieds. Donc, nous étions en bagarre politique sur des choix fondamentaux, en précisant que le dit ministre de l'Intérieur n'était pas sénégalais, mais français, ancien de la colonisation, et que l'idée qu'il a essayé de concrétiser par la suite, ça a été de transposer le modèle jacobin français au Sénégal, qu'il ne le connaissait pas jusque-là. Et il a à peu près réussi, mais pas vraiment, parce qu'il n'a pas réussi à remettre en question toute la logique du fonctionnement des communautés rurales, qui était la clé de la situation, et que tout ceci donc continue. Donc, en fait, dans ces situations, il faut être très armé. Et le meilleur des armures, c'est le collectif. Il y a un proverbe wolof qui dit « Seul le souverain n'a pas de parents ». Hein? Donc moi, je ne suis pas le souverain. J'ai besoin d'avoir des parents, des alliés. Et les alliés, ce sont les chercheurs avec lesquels, dès le départ, je dirais, dès 1966-67 au laboratoire, mon ami Mamadou Niang Wolof, avec qui j'apprends la langue Wolof et qui va devenir pendant 20 ans un coéquipier absolument extraordinaire, et puis ensuite tout un ensemble d'autres partenaires dont je fais pour l'essentiel connaissance lors d'un colloque à la Makara au Nord Togo en octobre 1978, Émile Lebris en particulier, mais aussi Gertie Esling, qui est néerlandaise, qui va travailler avec nous. Et donc, avec eux, on va fonder un comité qui va organiser pour le ministère des Affaires le ministère de la coopération. Voilà. Le premier grand colloque, les journées d'études sur le foncier, en septembre 1980. Et là, on va réunir tous les chercheurs francophones, pas simplement français, francophones, des Africains, etc., travaillant sur le foncier. Et on va faire les états généraux du foncier. Ça va donner lieu à enjeux fonciers. Et là, on apprend ensemble à travailler. Il y a des représentants de toutes les disciplines qui sont concernées par le foncier. Aucune obligation, mais aucune césure, Non, chacun est susceptible de contribuer au développement de l'avancement de la recherche. Et ça va donner des choses qui sont extraordinairement passionnantes. Donc effectivement, on va publier tout un ensemble d'ouvrages qui vont permettre de construire une véritable théorie de la recherche foncière, avec un manuel en 1991, l'appropriation de la terre en Afrique noire, qui permet de bien rentrer dans un certain nombre de catégories particulières, de comprendre qu'est-ce que c'est. Bon, j'évoquais un cadastre, qu'est-ce que c'est qu'un titre foncier, etc. Donner des exemples qui permettent aux jeunes chercheurs de s'approprier ce qui a déjà été fait. Il ne faut pas oublier que quand moi je commence cette question en 1965, il n'y a rien. Il n'y a rien. De quelque côté que l'on se tourne, il n'y a rien. Et donc, en 20 ans, on réussit à véritablement construire une école française de la recherche sur le foncier, et une française francophone,
vraiment notre groupe pilote qui va donner l'association pour la promotion des recherches et études foncières en Afrique, à PREFA, il y a la moitié de son groupe pilote, ce sont des chercheurs non français, européens et africains. Et donc c'est ça, si vous voulez. Alors, qu'est-ce qu'on apprend en travaillant comme ça? On apprend d'abord à douter de ses propres suffisances, ses propres certitudes. On apprend à écouter les autres. On apprend à comprendre qu'il y a une pluralité de positionnements possibles et que la solution n'est pas dans le fait d'imposer une explication par rapport à d'autres, mais de trouver au-delà cette constatation des différences quelque chose qui va nous réunir. Et il y aura toujours quelque chose qui va effectivement nous réunir, parce que c'est ça, véritablement l'enjeu de la recherche, que de comprendre ce qui est implicite dans les actions des acteurs, mais qui a un sens tel que c'est lui qui, en fait, va nous mener vers le sens de la décision, le sens la notion d'obligation, de sanctionnabilité qui est pour nous, travaillant sur le droit, je ne dis pas nous juristes, je dis nous travaillons sur le droit, quelque chose d'aussi fondamental. Et donc travailler avec cette pluralité de stylos, c'est une école extraordinairement délicate, parce que il faut savoir jouer avec les égos, l'égocentrisme de tous les intervenants, savoir que certains sont dans des situations qui leur interdisent d'une certaine façon ces paroles multiples. Ils sont trop anxieux de réussite, de reconnaissance institutionnelle, etc., de poste, etc. Et donc, c'est compliqué, mais en même temps, quelle richesse! Si nous n'avions pas eu ça, la recherche sur le foncier n'aurait jamais décollé comme elle a décollé actuellement avec cette reconnaissance institutionnelle. Ça fait 16 ans qu'existe le ministère des Affaires étrangères, ça fait 10 ans que l'AFD apporte son soutien financier à un programme de recherche qui réunit toute la recherche française et francophone autour des dynamiques foncières. C'est une vraie réussite, même si, bien entendu, quand on prend la mesure de ce qu'on a fait, on se dit qu'il y a encore 1000 choses qu'on n'a pas compris. Oui, bien sûr, et on s'en veut, mais en même temps, à certains moments, il y a des petits mystères qui trouvent leur solution. Il y a des explications. Il y a des choses des explications qui s'ouvrent. Et tout d'un coup, c'est comme une fleur, une rose qui s'ouvrirait. Oh, vous avez l'impression là que vous entrez dans quelque chose qui est un peu de compréhension fine, un peu du sens de la complexité, mais suffisamment bien aménagée pour qu'elle puisse être utilisée par tous ceux qui en ont besoin. Et ça, c'est vraiment la récompense du chercheur. Alors, est-ce que vous voudrez nous dire quelques mots, parce que petit à petit, on s'achemine vers la fin, le temps passe trop vite, mais quelques mots peut-être pour dévoiler un peu le mystère que recèle le titre de votre ouvrage, La terre de l'autre. Oui. Pourquoi la terre de l'autre? Pourquoi l'autre? C'est bon. Alors, la terre, c'est le sol, le terroir, le territoire. Ouais. Et dans une formule que nous utilisons quand nous avons un tableau, nous disons T puissance 3. Bon, c'est toujours terre, terroir, territoire. Bon. L'autre parce que l'autre, c'est le rébus fondamental de l'anthropologue. L'objet même fondamental de l'anthropologue, je dis, c'est l'anthropologie, c'est une science de l'autre. Et donc, si je veux aborder la Terre dans un point de vue anthropologique, je traduis non pas la Terre anthropologique, mais la Terre de l'autre. Donc, immédiatement, celui qui est un tout petit peu sensible à ces questionnements de positionnement
va comprendre que la Terre, que généralement on approche avec les catégories du juriste, c'est-à-dire le code civil dont on a parlé tout à l'heure, moi je vais déplacer le cheminement, le questionnement, donc la manière de développer des arguments, nous enrichir d'un certain nombre d'arguments nouveaux, et certains de ces arguments dont on n'a pas eu le temps de parler jusque maintenant, ce sont les représentations d'espace et les espaces de représentation, qui sont aussi quelque chose, hein, le lecteur découvrira ça, c'est la première partie de l'ouvrage, mais c'est absolument aussi fondamental, parce que au fur et à mesure où nous avons avancé, nous sommes rendus compte que notre conception de la propriété, elle était en fait associée à une représentation d'espace que nous avons appelée géométrique. Mais les Africains, alors il y a un bel article de Bohannan sur lequel je suis très souvent revenu. Bohannan est un anthropologue américain qui travaillait au début des années 60 au Nigeria, et qui a un petit article publié en 63 qui dit mais les Africains n'ont pas la même représentation que nous. Mais il ne va pas loin. Et moi, quand j'arrive sur mon terrain en 69, j'ai les travaux de Bohannan en tête, j'essaie de comprendre ce qu'il veut dire. Et je tombe là-dessus, oui, des représentations topocentriques qui font que l'espace est organisé à partir d'un topocentre, qui peut être un puits, qui peut être un siège d'un pouvoir politique, qui peut être un bois sacré, qui peut être un tas de choses comme ça, et à partir duquel s'organisent des rapports d'appropriation de l'espace, et qui ont une parfaite cohérence. Cette cohérence étant liée au fait que les fonctionnalités différentes se superposent les unes par rapport aux autres, hein, c'est-à-dire un espace à vocation économique et l'autre un espace à vocation religieuse se superposent complètement. Par contre, deux espaces qui ont la même fonction, politique par exemple, vont s'arrêter, il va y avoir un effet de frontière. Et donc, selon les types d'espaces que vous prenez en considération, vous avez des superpositions, etc. Et donc, il y avait un feuilleté, et en fond, le foncier africain, c'est du feuilleté d'abord. Hein. Chez les Wolofs, c'était au minimum une dizaine de strates qui fonctionnaient comme ça. Et puis on s'est aperçu que ça, on avait quand même l'essentiel de l'expérience africaine, mais ça ne suffisait pas. J'ai été travailler d'abord en 71-72 au Congo, chez les Pygmées. Puis je me suis aperçu que je faisais des choses qui n'avaient rien à voir, ni avec le topocentrisme, ni avec le géométrie. J'ai pas compris. Je suis parti après ça travailler dans les pays sahéliens, en particulier au Mali. J'ai travaillé chez des éleveurs, des peuls, et en particulier un gros programme pour l'ancêtre de l'AFD sur l'hydraulique pastorale. J'ai travaillé avec les pasteurs et ils faisaient des choses, je n'arrivais pas vraiment à comprendre. C'était, oui, et au bout d'un certain temps, donc, on a compris qu'il y avait une troisième représentation qu'on appelait odologique, la science des cheminements. Le passage pour des troupeaux d'un endroit à un autre. Pour les pygmées, en empruntant une piste quasiment invisible dans la grande forêt vierge, d'aller d'un campement à un arbre où on va accueillir tel type d'espèce, etc. Et donc, l'odologie est apparue comme une troisième représentation. Puis, on est allé encore plus loin. Enfin, finalement, on arrive à 5 représentations qui, chacune, correspondent à des types de pratiques. Et en ce moment, je passe beaucoup de temps dans des forums, des rencontres, etc., à expliquer comment fonctionne. Dans nos sociétés, ces 5 types de représentations. Il y en a une que nous avons conservée, la géométrique. Elle est à la base de notre système normal d'organisation. Mais les autres, nous les avons quasiment oubliées, ou nous sommes en train de les retrouver avec le GPS, par exemple. Avec le GPS, on a la science des cheminements, l'odologie, qui est en train de réémerger dans notre société. On en avait perdu la trace, elle réapparaît là grâce à certains types de technologies. Donc c'est aussi très, très passionnant comme type de situation. Mais ce qui est, peut-être que, puisqu'on arrive sur le mot de la fin, ce qui est le plus difficile et parfois presque dramatique, c'est réussir à non seulement comprendre cette pluralité des phénomènes,
mais à comprendre comment ils peuvent s'associer, par quel miracle ils peuvent être pensés et rendus complémentaires les uns par rapport aux autres. Il y a des situations dans lesquelles nous sommes totalement déroutés. Les choses ne peuvent pas, dans notre logique, et quel que soit l'effort de déroutement par rapport à cette logique, être abordées sous le principe de complémentarité. Et pour ces mauvais, disait Galilée, il ne l'a pas dit, mais... Hein, et pourtant, les Africains, tous les acteurs font des choses sur lesquelles nous n'avons pas véritablement, immédiatement, la capacité d'avoir une réponse, sauf si nous acceptons le pari du pluralisme. D'un pluralisme mental avant d'être juridique ou d'avoir des implications plus institutionnelles. Et donc, c'est évident que ce défi du pluralisme, il nous déstabilise, il nous remet en question complètement à chaque instant, et c'est d'autant plus difficile que d'un autre côté, nos sociétés vont vers une uniformisation toujours plus forte, une marchandisation toujours plus grande qui autorise cette uniformisation, et que donc le monologisme que j'ai évoqué une ou deux fois a tendance à se développer d'une manière idéologiquement forte comme la seule réponse qui serait susceptible de sauver nos sociétés en péril, paraît-il, alors que nous pensons que seul le pluralisme peut répondre à ces défis, parce que la réalité est plurielle et qu'on ne peut pas oublier cette réalité au profit d'un certain type d'explication qui est finalement totalement idéologique, totalement décalé par rapport à la réalité. Et donc, en ce moment, c'est un peu... Ouais, il y a des moments, moi, je me réveille de la nuit, je suis pas angoissé naturellement, hein, vous avez compris, je suis très optimiste, mais je me réveille en me disant, mais comment on va pouvoir sortir? Parce que là, on a deux univers peut-être qui sont en train de se construire l'un par rapport en opposition à l'autre, et jusqu'où l'univers du monologisme va accepter de se remettre en question. S'il ne se remet pas en question, c'est la crise assurée, parce que la réalité ne pourra pas accepter, sans doute pendant trop longtemps, un excès d'uniformisation, de monologie, de généralisation de la propriété privée, etc. Et ce qui nous convient à nous ne peut pas convenir à l'ensemble de l'humanité. N'oublions pas que nos références normales, elles concernent, impliquent 500 millions, 1 milliard, peut-être 2 milliards d'êtres humains, mais on est 7 milliards. Il y en a donc 5 au moins derrière qui sont en train d'attendre comment ils vont pouvoir bénéficier, participer au grand banquet de la vie. Qu'est-ce que nous pouvons leur apporter comme réponse si nous allons véritablement vers un système qui va stériliser toutes les possibilités de mobilisation des réponses telles qu'il faudrait pouvoir les faire émerger. C'est pas simple. C'est pas simple. C'est pas simple. Et donc merci pour vos inspirations, pas uniquement là maintenant dans la discussion, hein, mais ça fait 40 ans que vous partagez ce genre de démarche, et pas uniquement donc avec les gens avec lesquels vous travaillez, mais après avec vos étudiants, hein, pendant des générations d'étudiants, puis d'hommes politiques, de la coopération, etc. Donc merci pour cette inspiration quand même continue depuis pratiquement un demi-siècle, là déjà, on peut dire. Hein. Maintenant, depuis 50 ans, oui. Oui, oui, ça fait... En fait, je suis tombé dans la grande maladie d'Obélix et d'Obélix de l'anthropologie du droit en novembre 1963. Donc, nous sommes en mars 2014, ça fait bien 50 ans. Et je crois que c'est en remerciant Michel Alliot, je pense qu'on peut aussi le faire, puisque c'est lui qui
qui a eu le courage, de dire non au départ. Alors après, nous chacun d'entre nous a apporté sa pierre, mais celui qui le premier dit non, ça c'est vraiment, dans l'histoire de l'humanité, c'est l'être fondateur. Donc c'est Michel Alliot que j'associe maintenant à ces 50 ans. Michel revenait du Sénégal à l'époque. Et j'aimerais que ces étudiants partagent avec moi les expériences qu'ils ont eues avec Michel Alliot. Oui, donc on va continuer à porter la flamme comme ça. Hein. Oui, ce qui serait effectivement très important, c'est qu'il y ait des relais. C'est qu'on pense qu'il y a des relais. Alors, comment organiser ces relais? Ça, c'est important. D'abord, il faut lire. Parce que ces travaux dont on a parlé, ils sont pas le produit d'un enfantement simple et naturel. Ils sont le produit, on en a parlé sous plusieurs angles, d'un extraordinaire effort sur le plan de la science pour mobiliser des instruments cognitifs qui vont permettre, d'une autre façon que certains autres chercheurs, de faire avancer les connaissances. Et donc, il faut revenir à tous les éléments qui ont progressivement permis d'avancer dans cette connaissance, non pas pour la reproduire, mais pour s'en libérer, pour utiliser ces connaissances pour produire de la nouvelle connaissance, puisque nos travaux sont très largement insuffisants pour répondre à l'ensemble des attentes qu'on peut avoir dans ces domaines-là. Par exemple, nous avons ignoré le monde asiatique, alors que moi, c'était mon point de départ initial, que très peu travaillait le monde latino-américain, etc. Tardivement, moi j'ai été travailler au Canada sur les problèmes autochtones, mais il y a énormément de recherches à développer, et donc il faut connaître les travaux antérieurs pour pouvoir en comprendre les questionnements, pour libérer les intelligences et leur donner le maximum d'amplitude. C'est ça que nous faisions quand, dans les années de formation au laboratoire, on recevait des jeunes chercheurs et on essayait de leur donner, de les ouvrir à leur propre virtualité, en leur donnant le maximum d'envie de s'interroger pour pouvoir ensuite interroger les autres, construire des protocoles de recherche qui seraient à la hauteur de leurs ambitions. Et c'est ça qui était, je crois, une des clés de la richesse des travaux que nous avons développés au laboratoire. Mais pour vous dire, j'ai été un patron de laboratoire particulièrement heureux d'avoir vu tant de générations de jeunes chercheurs se former, éclore, produire toute leur virtualité à travers tout un ensemble de travaux. Et finalement, si pour l'instant nous n'avons pas de président de la République parmi nos anciens étudiants, j'en suis assez satisfait parce que je n'ai pas une très très grande opinion du monde politique, mais en même temps, je sais qu'il y a des anciens du laboratoire partout dans le monde, dans tout un ensemble de positions extrêmement intéressantes parce que conseillers de tel président, etc. Et que non pas la bonne parole, parce qu'on n'a pas de parole, mais la manière anthropologique de questionner la réalité se diffuse progressivement, partagée par des femmes et des hommes de plus en plus curieux. Curieux parce que angoissés, ou en tout cas légitimement questionnés par les situations qu'ils vivent au quotidien et qui donc viennent trouver dans nos démarches, non pas des réponses, mais la manière de se poser les questions. Et ça qui est vraiment
je crois, le plus... Parce que c'est ce qui manque le plus souvent dans l'ensemble des démarches scientifiques. Quelles sont les questions? C'est assez catastrophique pour moi à certains moments de m'être rendu compte que je disposais des réponses depuis 15, 20, 30 ans pour une réponse particulière et que je n'ai pas été capable de la comprendre, de comprendre que c'était la réponse parce que je n'avais pas la question qui allait avec. Quand je suis arrivé à formuler la question, hein, c'est l'histoire de la théorie des maîtrises foncières et fruitières. Ouais, c'est évident que depuis toujours, je voyais des gens qui faisaient des choses qui n'étaient pas logiques. Mais je ne me préoccupais pas de savoir pourquoi ils le faisaient. Bon. Déjà, que je le comprenne, que je l'accepte, était anthropologiquement positif, mais insuffisant pour faire avancer la connaissance de ce qui est l'ensemble des logiques à l'œuvre dans le type de situation. Donc le pluralisme, hein, c'est pas une coquetterie, c'est pas un mode éphémère. Moi personnellement, au départ, au début des années 80, bon, j'étais un des participants de la conférence de Bellagio en 1981 qui a fondé à l'échelle internationale la Commission Legal Pluralisme. Et donc, nous étions 2 Français à participer à cette réunion. Et moi, j'étais très réticent à parler de pluralisme juridique à partir d'expériences francophones, quand on voyait le monologisme qui... Alors, bien sûr, théoriser sur le pluralisme juridique de manière abstraite, c'est une chose, mais comprendre pourquoi il n'a pas de prise sur le terrain, c'en est une autre, et c'est ça que je cherchais à comprendre. Et à l'époque, j'avais utilisé des questionnements de type marxien pour comprendre pourquoi, dans les contextes africains, ce pluralisme juridique n'était pas recevable 20 ans après les indépendances. C'est quand même quelque chose de paradoxal. Et ce qui est encore plus paradoxal, c'est que 50 ans après, c'est toujours la même situation. Et ça devient particulièrement angoissant, à mon point de vue. Angoissant pour les Africains, pas pour nous, enfin, parce qu'on est en train de gâcher un certain nombre de potentialités. Oui. Merci beaucoup. Donc on va essayer de ne pas gâcher justement, les quelques-uns en fait au moins qui ont commencé à être sensibilisés, comme je disais tout à l'heure. Donc de continuer à remettre en question surtout aussi, et de sortir un peu des cadres, de comprendre les cadres, de comprendre le diatopisme finalement, de comprendre où les choses sont racinées, quelle est leur raison d'être, et aussi de se rendre compte qu'il peut y en avoir d'autres, et puis à en inventer aussi d'autres. Il ne s'agit pas toujours de trouver. Parfois, il y a tout ce travail aussi de l'imaginaire, en fait, qui est très très important pour essayer de voir vers quoi on peut s'acheminer. Et ça, comme vous l'avez dit, un peu uniquement individuellement, mais collectivement, on ne sait pas ce qui nous relie, puis tout d'un coup, en dialoguant, on se rend compte, tiens, sur telle chose, là, il y a peut-être des horizons vers lesquels on peut s'orienter. Et travailler de manière solitaire est absolument insupportable. C'est vraiment... on va évidemment vers une impasse, parce que... la capacité de dialogue avec soi-même est nécessairement extraordinairement limitée. Alors moi, il y a un moment où je devais travailler un petit peu solitaire et je me faisais des petits messages. Là, j'avais une boîte à idées, je me faisais des messages, et je m'écrivais et je me répondais. Et donc, je trouvais une manière de prendre des distances par rapport à mes opinions, non pas en m'inventant un alter ego, mais en construisant des dispositifs de prise de distance. Ceci est extrêmement important, mais malgré tout, le problème du travail pluraliste en pluralité est absolument fondamental. Je voudrais juste rajouter une chose. En ce moment, mon questionnement fondamental, c'est autour de la juridicité. Je l'évoquais juste dans un mot tout à l'heure, mais si on a encore une minute... Le problème, c'est que nous utilisons des mots que nous dévoyons. Le mot propriété, qui en a souvent utilisé, il a été utilisé de telle façon qu'en fait,
il n'apporte plus aucune signification, parce qu'on parle de propriétaires coutumiers en Afrique, ce qui n'a, ou de propriété étatique, des situations qui n'ont techniquement, juridiquement, absolument aucun sens, parce que en deux mots réunis disent le contraire l'un de l'autre. Donc, voilà, hein. Alors, le mot droit est un de ces mots pièges. Et donc, vous le savez, puisque nous avons ensemble pratiqué ce genre de jeu, à un moment donné, nous avons distingué, mais c'était Carbonnier, Jean Carbonnier qui l'avait dit, le grand droit et le petit droit. Alors avec nous, avec une minuscule, une majuscule, pour désigner ce que l'on entendait par le mode de régulation de manière générale, et d'autre part, les expressions particulières des régulations. Et personnellement, j'ai cessé de croire que ce mode, disons, de prise de distance par rapport à des conventions était acceptable. Donc, je pense qu'il faut abandonner la notion de droit dans des sociétés qui ne connaissent pas la représentation de ce qu'on appelle le droit positif chez nous, c'est-à-dire le droit comme monopole de l'État. Dans les situations africaines dans lesquelles j'ai travaillé, tout est pensé de manière multiple, spécialisée, interdépendante. Chaque groupe, chaque collectif fait son droit, chaque élément de classe d'âge fait son droit, etc. Et donc, il n'est pas question, disons, de pouvoir penser qu'il peut exister un monopole, ou qu'on peut reconnaître même à l'état actuel un monopole du droit. Et donc, nous sommes face à des manifestations du juridique auxquelles il faut donner une qualification nouvelle. Donc, je parle de juridicité, j'ai déjà écrit pas mal de choses là-dessus, je prépare un bouquin sur cette question-là, et peut-être que la prochaine fois que nous recommencerons cet exercice de la caméra, ce sera pour parler de la révolution de la juridicité ou du ministère de la juridicité. Je n'ai pas encore arrêté définitivement le titre, mais c'est encore une autre aventure. Ben, ce sera avec grand plaisir. Merci. Merci beaucoup.